J'ai passé 6 mois à organiser la fête pour les 16 ans de ma sœur. Mais ils sont tous partis en voyage à Paris à la place. Nous voulions juste t'occuper, Harry mon père. Je n'ai pas protesté, j'ai simplement attendu calmement. Une semaine plus tard, ils l'ont appelé 20 fois en 1 heure. Ma seule réponse a été, emporter avec moi tout ce que j'avais jamais financé. Je m'appelle Laurel Matthews, j'ai 28 ans et 6 mois de ma vie ont disparu dans la planification de ce qui aurait dû être le parfait 16e anniversaire de ma petite sœur Ellie. Les invitations, le lieu, le traiteur, les décorations, la musique, tout a été fait avec amour et attention aux détails. Puis est arrivé le matin de la fête, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Un selfie familial devant la tour Eiffel. Pas de sœur, pas de fête, juste mes parents, Ellie et mon frère Ryan, souriant largement avec la légende « Voyage surprise ». Avant que je continue, d'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous si mon histoire résonne en vous. La famille est censée être votre fondation, votre système de soutien. C'est du moins ce que ces films mièvres prétendent toujours. Pour moi, la famille signifiait tout autre chose. Laissez-moi vous présenter le clan Matthews. Il y a mon père, Robert, directeur des ventes chez un concessionnaire automobile avec un sourire charmant qui pourrait convaincre n'importe qui d'améliorer son achat. Ma mère, Diana, agent immobilier à temps partiel qui se spécialisait dans l'apparence du succès plutôt que de l'atteindre réellement. Ma sœur cadette, Ellie, maintenant âgée de 15 ans et bientôt 16, la petite dernière de la famille qui a grandi en sachant exactement comment battre des cils pour obtenir ce qu'elle voulait. Et mon frère aîné Ryan, 19 ans, étudiant en 2e année d'université, qui maîtrisait l'art de faire le strict minimum tout en attendant le maximum de retour. Puis il y avait moi, Laurel, l'enfant du milieu responsable, celle qui arrange les choses, la planificatrice, celle qui a toujours pris les devants quand les choses devaient être faites. En grandissant, c'est moi qui préparais les déjeuners quand maman se réveillait en retard, qui aidait aux devoirs quand papa était trop occupé à regarder le football, qui conduisait tout le monde à leurs activités une fois que j'ai eu mon permis à 16 ans. J'étais la personne fiable, et d'une manière ou d'une autre, cela s'est traduit par le fait que tout le monde comptait sur moi sans se poser de questions. Il y a 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme en marketing et j'ai décroché un emploi chez Anderson Media Group. Le salaire était décent, surtout pour un premier emploi, et je me suis rapidement avérée précieuse. En 18 mois, j'ai été promue directrice de compte junior avec une augmentation de salaire significative. C'est à ce moment-là que la dynamique avec ma famille a changé encore plus radicalement. Laurel, pourrais-tu aider avec la facture d'électricité ce mois-ci? Le chèque de commission de ton père est en retard, disait ma mère, oubliant commodément de mentionner le sac à main de créateur qu'elle venait d'acheter. Et Serette, j'ai besoin de nouvel équipement pour l'équipe de baseball. Le coach dit que je pourrais être repéré si j'ai le bon matériel, envoyé Ryan par SMS, ignorant le fait qu'il se rendait à peine à l'entraînement. Laurel, Ellie a besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école. Celui de l'année dernière est trop lent, déclarait mon père comme si l'obsolescence technologique se produisait annuellement. Et j'ai payé à chaque fois. Quelque chose en moi voulait encore désespérément leur approbation, leur amour, leur reconnaissance que je réussissais bien. C'était peut-être parce qu'en grandissant, l'attention dans notre maison était une ressource rare, généralement réservée aux exploits sportifs de Ryan ou au récital de danse d'Ellie. Mon succès scolaire et mon éthique de travail étaient attendus, pas célébrés. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai fait ce que je pensais être un investissement intelligent. J'ai acheté un appartement de 2 chambres plus près de mon bureau. Ce n'était rien d'extravagant, mais c'était à moi, et j'étais fier de créer un espace qui reflétait qui j'étais. J'ai joliment meublé la 2e chambre avec un lit queen size, un bureau et une salle de bain privée pour les visites familiales. J'ai dépensé $3000 rien que pour cette chambre, voulant qu'ils se sentent les bienvenus et à l'aise. Dans tout mon appartement, on pouvait trouver des preuves de mes contributions financières au confort de la famille. La machine à café chère que mon père avait admirée dans un grand magasin. Le système audio haut de gamme que Ryan avait insisté pour dire qu'il serait parfait pour mon espace. La literie de luxe que ma mère avait soulignée pour rehausser ma chambre d'amis. L'œuvre d'art qu'Ellie avait choisie parce qu'elle pensait qu'elle correspondait à mes murs. Tous des articles que j'avais achetés en pensant créer un espace familial accueillant, sans réaliser que j'étais simplement utilisé comme un portefeuille ouvert. À la maison familiale, la liste était encore plus longue. J'avais payé les réparations du toit après une tempête lorsque l'assurance ne couvrait pas tout. J'avais financé les manuels du premier semestre de Ryan lorsque mes parents prétendaient être trop à court d'argent.
J'avais couvert la compte pour le camp de danse d'Élie 3 étés de suite, toujours avec des promesses de remboursement. Toujours avec l'idée que la famille est de la famille, toujours sans jamais rien être remboursé. Malgré cela, j'ai continué à essayer de gagner leur approbation. J'arrivais au dîner de famille avec des courses à la main. Je passais mes week-ends à aider au projet de la maison plutôt qu'à construire ma propre vie sociale. J'écoutais les plaintes de ma mère, les grands projets de mon père, les désirs sans fin de mes frères et sœurs. Quelque chose en moi croyait encore que si je donnais assez, faisais assez, étais assez, il me verrait enfin. Puis, 6 mois avant le 16e anniversaire d'Élie, mes parents ont convoqué une réunion de famille. C'était assez inhabituel pour que je quitte le travail plus tôt pour y assister, craignant qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Nous voulons discuter de quelque chose d'important, commença mon père, inhabituellement solennel. Mon cœur s'emballa, mon esprit sautant immédiatement aux problèmes de santé ou aux désastres financiers. C'est à propos du 16e anniversaire d'Élie, continua ma mère, posant sa main sur celle de ma sœur, qui rayonnait d'excitation. Nous voulons que ce soit parfait, dit mon père. Et nous avons besoin de ton aide, Laurel. Ma mère se pencha en avant, les yeux intenses. C'est la tâche la plus importante que nous t'ayons jamais demandée. Élie mérite un 16e anniversaire dont elle se souviendra pour toujours. J'ai regardé le visage plein d'espoir de ma petite sœur et j'ai ressenti une vague d'amour malgré tout. Bien sûr, ai-je dit, je vais aider à rendre ça incroyable. Je ne savais pas à quel point ces mots allaient vraiment me coûter. Quand mes parents m'ont demandé pour la première fois d'organiser le 16e anniversaire d'Élie, j'étais vraiment excité. Malgré la dynamique familiale inégale, j'aimais ma sœur. Elle pouvait être égocentrique et gâtée, mais je me souvenais d'elle bambine, me suivant partout, voulant être exactement comme sa grande sœur. Je me souvenais de lui avoir appris à lire, de lui avoir tressé les cheveux pour son premier récital de danse, de lui avoir tenu la main le premier jour de collège alors qu'elle était nerveuse mais essayait de ne pas le montrer. Planifier son 16e anniversaire me semblait être une chance de créer quelque chose de spécial pour elle, quelque chose qui renforcerait notre lien. Le lendemain de la réunion de famille, ma mère a appelé avec Élie en haut-parleur. « Laurel, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour ta sœur », s'est exclamée ma mère. Cette fête définira son expérience au lycée. Toutes ses amies ne parlent que de qui a eu le meilleur 16e anniversaire. La voix d'Élie a retenti. Il faut que ce soit incroyable. Laurel, les parents de Madison Kim lui ont engagé un chorégraphe professionnel pour une routine de danse. Et la fête de Jasmine Taylor avait une fontaine de chocolat et un photobooth professionnel. J'ai entendu la compétitivité dans sa voix, le besoin de surpasser ses camarades. C'était quelque chose que mes parents avaient toujours encouragé en nous tous. Dis-moi à quel thème tu penses, ai-je dit, prenant déjà des notes mentales. Paris, a dit Élie sans hésiter. Paris élégant, sophistiqué, avec une réplique de la Tour Eiffel, des pâtisseries françaises et des guirlandes lumineuses partout. J'ai souri à l'ironie. Ma sœur n'était jamais allée à Paris. Moi non plus. Les vacances en famille quand nous étions enfants consistaient à conduire jusqu'au lac à 3 heures de route ou à visiter occasionnellement nos grands-parents en Floride. Les voyages internationaux n'étaient pas dans le budget de la famille Matthews, du moins c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Je me suis lancé dans la planification avec une intensité professionnelle. Mon expérience en marketing s'est avérée utile alors que je recherchais des lieux, créais des planches d'inspiration et construisais des feuilles de calcul, suivant chaque détail et chaque dépense. Je passais mes pauses déjeuner à appeler des traiteurs, mes soirées à visiter des lieux potentiels et mes week-ends à parcourir des magasins spécialisés pour trouver les décorations parfaites. J'ai trouvé le lieu parfait. La salle de bal de l'hôtel Riverside, élégante sans être guindée, avec des fenêtres donnant sur la rivière et assez d'espace pour les 100 invités qu'Élie insistait pour inviter. Le coût de la location était élevé, $5 000 pour la soirée, plus des coûts supplémentaires pour l'installation et la sécurité. Quand j'ai mentionné le prix à mes parents, ils ont hoché la tête vaguement et ont changé de sujet. Une semaine plus tard, le lieu exigeait un acompte de $2000 pour réserver la date. Mes parents étaient soudainement injoignables. L'acompte est dû aujourd'hui, ai-je dit à mon père quand il a finalement répondu à son téléphone. Oh, nous sommes un peu à court ce mois-ci, a-t-il dit nonchalamment. Pourrais-tu le couvrir ? Nous te rembourserons quand le chèque de commission arrivera. C'était une vieille rengaine familière. Mais c'est pour Élie, ai-je raisonné. Et la date pourrait être prise si nous attendions. Alors, j'ai viré $2000 de mon compte d'épargne,
de l'argent que j'avais mis de côté pour un voyage en Europe. Assez ironiquement, l'email de confirmation du lieu m'a apporté un réel sentiment de satisfaction. Ce serait une nuit inoubliable. Au fil des semaines, mon implication n'a fait que s'approfondir. J'ai utilisé mes relations professionnelles pour obtenir une réduction auprès d'un traiteur connu pour sa cuisine d'inspiration française. J'ai passé des heures à concevoir des invitations personnalisées qui présentaient une tour Eiffel à l'aquarelle. J'ai recherché des DJ capables de mélanger des succès pop américains avec des classiques français pour créer l'atmosphère parfaite. J'ai même contacté un ancien client qui tenait une boulangerie pour commander un gâteau personnalisé à plusieurs étages avec de délicates décorations en fondant qui imitaient l'architecture parisienne. La planification a commencé à consommer de plus en plus de mon temps. Des amis m'ont invité à des week-ends ou à des concerts en soirée, mais j'ai décliné, expliquant que j'avais des responsabilités pour le 16e anniversaire. Mon patron m'a proposé une mission temporaire qui aurait signifié un voyage au bureau de Chicago pendant 2 semaines, un tremplin potentiel vers une autre promotion. Je l'ai refusé, sachant que je ne pouvais pas quitter la ville avec autant de détails de la fête nécessitant une attention sur place. « Êtes-vous sûr ?» avait demandé ma patronne. « Cela pourrait être vraiment bon pour votre trajectoire de carrière. » « Obligation familiale », ai-je expliqué, en essayant d'ignorer la lueur de déception dans ses yeux. Le grand anniversaire de ma sœur. Je serai disponible pour la prochaine opportunité. J'ai même annulé les vacances que j'avais prévues avec mes colocataires d'université, une semaine dans une maison de plage dont nous parlions depuis des mois. Elles ont compris. Mais alors que leur publication Instagram apparaissait pendant ce qui aurait été notre voyage, j'ai ressenti une pointe de regret mêlée de ressentiment. Pourquoi étais-je toujours celle qui sacrifiait? Pourtant, chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais que c'était pour Ellie. C'était pour la famille. C'était ce que faisaient les sœurs responsables et aimantes. Et occasionnellement, quand Ellie m'envoyait des SMS avec des questions excitées sur les plans, ou quand ma mère mentionnait à quel point ses amis étaient impressionnés que je gère tout si professionnellement, cela semblait en valoir la peine. 3 mois après le début de la planification, j'ai organisé un dîner de famille pour faire le point sur les progrès et finaliser certaines décisions. J'ai créé une présentation avec des images, des calendriers et des options qui nécessitaient une contribution. Je suis arrivé chez mes parents avec un portfolio et des échantillons de linge de table, m'attendant à une soirée de discussion productive. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon père en train de regarder un match de baseball, ma mère au téléphone avec une amie et Ellie sortie avec ses amis de l'école. Seul Ryan était là, fouillant dans le réfrigérateur et reconnaissant à peine mon arrivée. Je pensais que nous nous réunissions pour la fête ce soir, ai-je dit, en essayant de cacher ma frustration. Oh, c'était ce soir, a dit mon père, sans détourner les yeux de la télévision. Ta mère a dû oublier de le mettre sur le calendrier. Peut-on reporter? Je suis resté là, portfolio et échantillon en main, soigneusement emballé, après m'être dépêché de quitter le travail et avoir sauté le dîner pour être à l'heure. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Puis un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais je l'ai repoussé. Bien sûr, ai-je dit. Pas de problème. Nous pouvons reporter. Ils ne l'ont jamais fait. Au fil des mois, mon investissement financier dans le 16e anniversaire d'Ellie a augmenté à un rythme alarmant. Ce qui avait commencé par un acompte de $2000 pour le lieu s'est bientôt étendu à d'innombrables autres dépenses. $500 pour des invitations personnalisées, $750 pour un photographe, $600 d'acompte pour le traiteur, $300 pour les décorations, $400 pour les cadeaux d'invités. La liste était interminable. À chaque fois, le schéma était le même, un besoin urgent de paiement, des parents indisponibles, des promesses de remboursement, puis le silence quand j'abordais la question de l'argent plus tard. J'ai commencé à tenir une feuille de calcul de mes contributions, observant avec une inquiétude croissante le total dépasser les $5000, puis $7000, puis $10 000. De l'argent qui représentait des centaines d'heures de travail, une épargne soignée, des objectifs personnels retardés. Ce qui a rendu les choses pires, c'est le peu d'appréciation montrée pour mes efforts. Quand j'envoyais des photos de centres de table potentiels dans notre discussion de groupe familial, les réponses étaient au mieux tièdes. Je ne pense pas que ces fleurs capturent vraiment l'ambiance parisienne, répondait ma mère. Les vases pourraient-ils être plus hauts? La fête de Madison avait des centres de table vraiment hauts, ajoutait Ellie. Quand j'ai trouvé un DJ spécialisé dans le mélange de musique internationale et qui avait une réelle expérience de jeu dans les clubs parisiens, mon père a remis en question le coup sans reconnaître la trouvaille exceptionnelle.
Avons-nous vraiment besoin de quelqu'un de si spécialisé? Ton cousin Jérémy pourrait probablement faire une playlist, a-t-il suggéré, ignorant le fait que les goûts musicaux du cousin Jérémy se limitaient exclusivement au heavy metal et à la country. Le lieu lui-même est devenu une source de stress constant. 2 mois avant la fête, la coordinatrice de l'événement a appelé pour m'informer qu'un autre événement avait été programmé plus tôt dans la journée, ce qui signifiait que notre temps d'installation serait considérablement réduit. Nous pouvons nous arranger, m'a-t-elle assuré, mais nous devrons ajouter du personnel supplémentaire pour nous assurer que tout est prêt à temps. Il y aura un petit supplément. Le petit supplément était de $800. Quand j'ai appelé mes parents pour en discuter, ma mère a soupiré de façon dramatique. Eh bien, nous ne pouvons pas changer de lieu maintenant. Toutes les invitations ont été envoyées. C'était vrai. Je les avais postées moi-même la semaine précédente. Tu devras juste t'arranger, Laurel. Tu le fais toujours. Alors, j'ai viré plus d'argent de mon épargne et j'ai ajusté le calendrier, coordonnant avec les fournisseurs pour s'adapter au calendrier compressé. J'ai commencé à veiller tard dans la nuit, à envoyer des emails et à faire des plans. Ma performance au travail a commencé à en souffrir après la fin de ma journée de travail régulière. 2 fois, j'ai manqué des réunions du matin parce que je m'étais finalement endormi quelques heures seulement avant mon réveil. Ma patronne m'a prise à part après que j'ai soumis une proposition client avec des erreurs évidentes. « Est-ce que tout va bien, Laurel ?» a-t-elle demandé, avec une préoccupation sincère dans sa voix. « Ça ne te ressemble pas, juste quelques affaires de famille », ai-je expliqué vaguement. « Ce sera fini dans quelques semaines. »« Quoi que ce soit, ne laisse pas ça faire dérailler ta carrière », a-t-elle conseillé. « Tu as un réel potentiel ici. » Ces paroles me sont restées, ajoutant une autre couche de pression. Je mettais en péril ma réputation professionnelle, le seul domaine de ma vie où je me sentais vraiment valorisée et compétente. Mais j'étais trop engagé pour faire marche arrière maintenant. À l'approche de la date de la fête, des incohérences étranges ont commencé à s'accumuler. Quand j'ai demandé à ma mère la liste finale des invités à donner au traiteur, elle a été évasive. « Oh, nous confirmons encore certaines personnes. Prévois juste le nombre maximum dont nous avons discuté. » Quand j'ai essayé de programmer des essais de coiffure et de maquillage pour Ellie, elle était mystérieusement occupée chaque week-end. Quand j'ai demandé à voir la robe qu'elle avait choisie pour pouvoir coordonner les éléments décoratifs, elle a changé de sujet. 3 semaines avant la fête, j'étais chez mes parents pour déposer des échantillons quand j'ai surpris un fragment de conversation de la cuisine. J'étais entré avec ma clé, lançant un salut qui n'a apparemment pas été entendu par-dessus le ton excité de mon père. Paris en juin est censé avoir un temps parfait, disait-il. La confirmation de l'hôtel est arrivée hier. Ryan a déjà fait sa valise, a répondu ma mère en riant. Il est plus excité qu'Ellie. Je suis entré dans la cuisine, confuse. Qui va à Paris? Ils se sont tous les deux retournés, des expressions surprises rapidement masquées par des sourires désinvoltes. Oh, Laurel, je ne t'ai pas entendu entrer, a dit mon père. On discutait juste d'une émission de voyage qu'on a regardée hier soir. On imaginait ce que ce serait. Ryan a fait une valise pour une émission de voyage, ai-je demandé avec scepticisme. Ton frère a une imagination si active, a dit ma mère en levant les yeux au ciel avec affection. Il faisait semblant d'aller en voyage aussi. Tu sais comment il est. Ça n'avait pas de sens, mais quand j'ai essayé d'insister, ils ont habilement orienté la conversation vers les détails de la fête, posant des questions sur des éléments auxquels ils n'avaient montré aucun intérêt auparavant. Au moment où je suis parti, je m'étais presque convaincu que j'avais mal compris. Presque. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS directement à Ryan. J'ai entendu dire que tu étais excité pour Paris. Sa réponse est venue rapidement. Quoi? Aucune idée de quoi tu parles. Je dois y aller, réunion de groupe d'études. Ryan, qui n'avait jamais assisté volontairement à un groupe d'études de sa vie. Les signaux d'alarme s'agitaient frénétiquement maintenant, mais j'étais trop épuisé, trop investi, trop plongé dans le brouillard de la dynamique familiale pour voir l'image complète. Au lieu de cela, j'ai redoublé d'efforts, travaillant encore plus dur pour m'assurer que la fête serait parfaite, malgré les incohérences croissantes. Une semaine avant la date de la fête, le dernier paiement majeur était dû, $5 000 pour couvrir le reste des frais de location, de traiteur et de personnel le jour J. Mes parents étaient injoignables, leur téléphone tombant directement sur la messagerie vocale. À moins de 24 heures avant que le lieu ne libère notre date pour un autre client,
j'ai vidé le reste de mon compte d'épargne et j'ai fait le paiement moi-même. Cette nuit-là, je me suis endormi sur mon canapé, entouré de plans de table, de contrats de fournisseurs et d'imprimés de calendrier, rêvant avec malaise de tours Eiffel qui s'effondraient sans cesse, peu importe avec quel soin j'essayais de les construire. Le jour du 16e anniversaire d'Ellie s'est levé, clair et lumineux, un parfait samedi de juin. Je me suis réveillé à 5h30 du matin, bien que je ne me sois endormi que 3 heures plus tôt, mon corps vibrant d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. La fête devait commencer à 19h ce soir-là, mais je devais être sur les lieux à 14h pour superviser l'installation et la décoration. J'ai pris une douche rapide, bu une grande tasse de café et envoyé un SMS de groupe à ma famille. Grand jour, tout le monde se souvient de ses responsabilités. Maman et papa, visite du lieu à 16h. Ellie, rendez-vous chez le coiffeur à 13h. Ryan, s'il te plaît, récupère les accessoires photos avant midi. Pas de réponse immédiate, mais ce n'était pas inhabituel. Mes parents n'étaient pas des lève-tôt le week-end, et mes frères et sœurs dormaient régulièrement jusqu'à midi quand on le leur permettait. J'ai continué ma routine matinale, vérifiant ma liste une dernière fois avant de partir chercher le gâteau personnalisé. C'est en attendant à la boulangerie que mon téléphone a vibré avec une notification Instagram. Ellie avait posté une nouvelle photo. Souriante, je l'ai ouverte, m'attendant à la voir partager son excitation pour la fête. Au lieu de cela, mon écran s'est rempli d'une image qui a arrêté mon cœur. Mes parents, Ryan et Ellie, tous les quatre, souriant largement devant la véritable tour Eiffel. Pas une réplique, pas un accessoire de fête. La vraie tour Eiffel dans le vrai Paris, en France. La légende d'Ellie disait, voyage surprise pour mon 16e anniversaire. Meilleure famille de tous les temps. L'horodatage montrait qu'elle avait été postée quelques minutes auparavant, ce qui signifiait qu'ils étaient actuellement à Paris. Le jour de la fête que j'avais passé 6 mois à planifier, la fête qui m'avait coûté plus de 15 000 $ de mon propre argent. Les doigts tremblants, j'ai appelé le portable de ma mère. Il est tombé directement sur la messagerie vocale. Celui de mon père aussi. Je leur ai envoyé un SMS à tous. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Et la fête aujourd'hui? 20 minutes plus tard, alors que j'étais assise, abasourdie, dans ma voiture devant la boulangerie, mon père a finalement répondu. Surprise. Nous avons décidé d'offrir à Ellie une véritable expérience parisienne au lieu d'une simple fête à thème. Il fallait garder le secret pour que ce soit spécial. J'espère que tu comprends. Comprendre? Comment pourrais-je comprendre? Je l'ai appelé immédiatement. Cette fois, il a répondu, sa voix déformée par la connexion internationale. Papa, et tous les plans? Le lieu, le traiteur. Tout est prêt pour ce soir. Oh, nous avons annulé tout ça il y a des semaines, a-t-il dit nonchalamment. On a récupéré la plupart des acomptes aussi. Quoi? Comment? J'ai fait ces réservations. Il m'aurait contacté. Il y a eu une pause avant qu'il ne réponde. Nous avons appelé et expliqué que nous étions tes parents et que tu avais eu un accident. Ils ont été très compréhensifs pour l'annulation. Nous avons utilisé tes informations de contact d'urgence. Je me suis senti physiquement malade. Ils avaient menti en disant que j'étais blessé pour annuler des arrangements que j'avais pris. Des arrangements pour lesquels je payais encore, apparemment inutilement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je travaille là-dessus depuis des mois. Je viens de payer les 5 000 $ finaux la semaine dernière. Vraiment? Il semblait sincèrement surpris. Je pensais que tout ça était déjà réglé. Eh bien, tu peux appeler et te faire rembourser. J'en suis sûr. Mais pourquoi, ai-je insisté, la voix brisée? Pourquoi passer par cette mascarade élaborée? Pourquoi me laisser continuer à planifier une fête qui n'allait jamais avoir lieu? Sa réponse m'a frappé comme un coup physique. Nous voulions juste t'occuper, a-t-il dit en riant. Tu as été tellement absorbé par ton travail l'année dernière, n'ayant jamais de temps pour les affaires de famille. De cette façon, tu devais rester impliqué. Et honnêtement, tu es si doué pour organiser les choses, ça semblait dommage de ne pas utiliser ses compétences. En arrière-plan, j'ai entendu ma mère l'appeler. Avant de raccrocher, il a ajouté joyeusement, je dois y aller. Ellie veut monter dans la tour maintenant. On te ramènera un souvenir. Je suis resté longtemps dans ma voiture après la fin de cet appel, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il n'avait jamais eu l'intention d'organiser une fête.
Ils avaient planifié ce voyage à Paris depuis le début. Chaque fois que je mentionnais la fête, ils savaient que c'était une fiction. Chaque dollar que j'ai dépensé, chaque heure que j'ai investie, chaque sacrifice que j'ai fait faisait partie d'une tromperie élaborée conçue simplement pour me garder occupé et impliqué dans la famille. Engourdi, j'ai conduit jusqu'au lieu, espérant au moins confirmer l'affirmation de mon père selon laquelle tout avait été annulé. Le visage de la coordinatrice de l'événement quand elle m'a vu m'a tout dit. « Oh, Laurel » a-t-elle dit, son expression un mélange de sympathie et d'inconfort. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Votre père a appelé il y a près de 3 semaines pour annuler. Il a dit que vous étiez à l'hôpital et que tout l'événement devait être annulé. A-t-il récupéré les acomptes, ai-je demandé d'une voix sourde. Oui, nous avons tout remboursé sur le mode de paiement original, elle a fait une pause. Ce qui n'était pas la carte que vous avez utilisée pour le paiement final la semaine dernière. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai supposé que c'était lié à l'assurance ou aux frais médicaux. Donc, ils avaient récupéré tous les remboursements eux-mêmes. L'argent que j'avais payé leur avait été directement retourné. Tandis que je restais dans l'ignorance, continuant à dépenser plus. Je les remerciai tranquillement et suis parti, conduisant jusqu'à la maison dans un brouillard d'incrédulité et de douleur qui ressemblait presque à un poids physique sur ma poitrine. Quand je suis entré dans mon appartement, j'ai finalement craqué. Des mois de stress, d'épuisement et de tension financière se sont abattus sur moi alors que toute l'étendue de la trahison devenait claire. J'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce qu'il ne semble plus y avoir de larmes. Alors que la soirée tombait, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels d'invités confus arrivant à un lieu sans fête. Des amis d'Ellie, des parents d'élèves, des membres de la famille élargie. Aucun d'entre eux n'avait été informé que la fête était annulée. Ce détail n'avait apparemment pas été assez important pour être traité. Je suis tellement désolé, ai-je répété encore et encore. Il y a eu un malentendu. La fête n'a pas lieu. Certains étaient en colère, ayant parcouru des distances considérables. D'autres étaient inquiets, demandant si j'allais bien, s'il y avait eu une urgence. Quelques-uns de mes propres amis ont appelé après avoir entendu les rapports confus. Laurel, qu'est-ce qui se passe, a demandé ma meilleure amie Tessa. La mère de Brianna vient de m'appeler en disant qu'il n'y a pas de 16e anniversaire mais que personne ne sait pourquoi. Je lui ai tout raconté, la voix plate d'épuisement émotionnel. Son indignation en mon nom a été la première chose qui m'a semblé juste de toute la journée. C'est absolument incroyable, a-t-elle fulminé. Après tout ce que tu as fait pour eux, après tout l'argent que tu as dépensé. Ils sont à Paris pendant que tu gères les conséquences. C'est au-delà de l'inconsidération. C'est cruel. Je sais, ai-je dit doucement. Je pense que j'ai toujours su qui ils étaient vraiment. Je ne voulais juste pas le voir. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de mon appartement, voyant avec une nouvelle clarté les nombreux articles que j'avais achetés parce que ma famille les avait admirés, l'espace que j'avais créé pour accueillir des gens qui n'avaient aucun égard sincère pour moi. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Une vie entière à être la responsable, celle qui arrange les choses, la pourvoyeuse, m'a soudainement semblé un poids que je pouvais enfin poser. Je ne serai plus le paillasson de la famille, ai-je dit, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Je pense qu'il est temps qu'ils apprennent ce que c'est que la vie sans mon soutien constant. En prononçant ces mots, j'ai ressenti un sentiment de calme détermination remplacer la douleur brute. Ils avaient fait leur choix, calculant que je pardonnerais cette trahison, comme j'avais pardonné toutes les plus petites avant elle. Ils avaient tort. Je ne me suis pas précipité dans l'action, poussé par la colère. Au lieu de cela, au cours des 2 jours suivants, j'ai méthodiquement planifié ma réponse avec la même attention aux détails que j'avais accordé à la fête inexistante d'Ellie. J'ai pris un jour de congé pour me donner l'espace de penser clairement et d'agir de manière décisive. D'abord, j'ai créé un inventaire complet de chaque article dans mon appartement que j'avais acheté parce que ma famille le voulait ou avait suggéré qu'il améliorerait mon espace. La liste était d'une longueur déprimante. Le système de divertissement de $3000 que Ryan m'avait convaincu serait parfait pour les soirées cinéma en famille, ce qui s'est produit exactement 2 fois. Le canapé de $2000 que ma mère avait insisté pour dire qu'il était plus approprié pour une jeune professionnelle que celui, confortable, que j'avais initialement choisi. La machine à café de qualité professionnelle que mon père avait admirée dans une vitrine de grand magasin, ce qui m'a amené à dépenser $600 pour un appareil que je savais à peine utiliser. Ensuite,
j'ai étendu la liste pour inclure les articles que j'avais achetés pour la maison familiale au fil des ans, le mobilier de patio actuellement sur la terrasse de mes parents, la laveuse et la sécheuse à haute efficacité que j'avais achetées lorsque les anciennes sont tombées en panne et que mes parents ont prétendu ne pas pouvoir se permettre de les remplacer, l'ordinateur portable que j'avais donné à Ryan pour l'université qu'il utilisait principalement pour les jeux, le matériel de danse qui encombrait la chambre d'Ellie. Une fois l'inventaire terminé, j'ai contacté une entreprise de déménagement et je les ai programmés pour le lendemain, sachant que la maison serait vide. La voisine de mes parents, Madame Jenkins, avait une clé de rechange pour les urgences, et elle avait toujours eu un faible pour moi depuis que je gardais ses chats lorsqu'elle voyageait. J'ai juste besoin de récupérer quelques-unes de mes vieilles affaires pendant que mes parents sont absents, ai-je expliqué lorsque je l'ai appelé. Pas tout à fait un mensonge. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle dit. Je laisserai la clé sous le pot de fleurs. Sais-tu quand ils reviendront de leur voyage? Quelle merveilleuse surprise pour l'anniversaire d'Ellie. Le week-end prochain, ai-je dit, ravalant l'amertume qui me montait à la gorge. Et oui, une sacrée surprise pour tout le monde. Une fois l'entreprise de déménagement programmée, je me suis tourné vers mon propre espace. J'ai changé les serrures de mon appartement, ce que j'aurais dû faire il y a des années, étant donné la façon dont ma famille traitait ma maison comme une extension de la leur. J'ai appelé mes compagnies de cartes de crédit et ma banque pour m'assurer que personne d'autre n'avait accès à mes comptes, mettant en place des mesures de sécurité supplémentaires. J'ai ensuite passé plusieurs heures à créer un dossier financier détaillé de tout ce que j'avais contribué à ma famille au cours des 3 dernières années, les prêts réguliers qui n'ont jamais été remboursés, les factures que j'avais couvertes en cas d'urgence, les cadeaux qui avaient été demandés plutôt que librement offerts. Le total m'a rendu physiquement malade. Plus de 47 000 $, sans compter le fiasco du 16e anniversaire. C'était plus qu'un an de salaire lorsque j'avais commencé à travailler. Cela représentait des vacances jamais prises, une voiture non améliorée, des fonds de retraite non investis, des expériences sacrifiées. J'ai compilé toutes ces informations dans un document clair, non pas pour la confrontation, mais pour ma propre clarté et protection juridique si nécessaire. J'avais permis leur comportement pendant des années, et le schéma ne ferait que continuer si je ne faisais pas une rupture décisive. Le lendemain, les déménageurs sont arrivés chez mes parents exactement à l'heure prévue. Avec une efficacité professionnelle, je les ai dirigés vers chaque article de ma liste. Le mobilier de patio, la laveuse et la sécheuse, j'avais déjà pris des dispositions pour qu'un ensemble de remplacements abordables soit livré à la maison le lendemain. Je voulais marquer un point, pas les laisser sans produits de première nécessité. La télévision du salon, les œuvres d'art que j'avais achetées pour diverses pièces. De la chambre d'Ellie, je n'ai pris que les articles que j'avais explicitement payés, l'ordinateur portable, le matériel de danse coûteux, la literie de créateur. C'était étrange de se déplacer dans la maison familiale avec cette nouvelle perspective, voyant clairement comment mes contributions avaient été tenues pour acquises. Dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé les reçus du voyage à Paris posés ouvertement sur la commode. Ils l'avaient réservé il y a 4 mois, alors que j'étais en pleine planification du 16e anniversaire. Le total de leur forfait de luxe était d'un peu plus de 20 000 $, plus que ce que j'avais dépensé pour la fausse fête et apparemment un montant qu'ils pouvaient se permettre sans mon aide. En fin d'après-midi, les déménageurs avaient tout chargé dans leur camion et étaient partis pour un entrepôt que j'avais loué. Certains articles que je garderais, d'autres que je vendrais, et certains que je donnerais, mais aucun ne resterait en la possession de personnes qui avaient montré un tel mépris pour mon temps, mon argent et mes sentiments. De retour à mon appartement, j'ai fait une dernière préparation. J'ai bloqué les membres de ma famille sur les réseaux sociaux et j'ai réglé mon téléphone pour que leurs appels aillent directement à la messagerie vocale. Je ne les fantomais pas de façon permanente, mais j'avais besoin d'espace pour établir mes nouvelles limites sans être manipulé par leurs réactions initiales. Ce soir-là, assise dans mon salon partiellement vidé, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour les relations que je pensais que nous avions, de la colère face à leur tromperie calculée, mais surtout, j'ai ressenti du soulagement. Pendant des années, j'avais versé de l'énergie et des ressources dans un puissant fond de prétention et de manipulation. Maintenant, j'avais récupéré non seulement mes biens, mais aussi mon pouvoir d'agir. Mon amie Tessa est venue avec des plats à emporter et du vin, s'asseyant avec moi pendant que je digérais tout ce qui s'était passé. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit simplement. Ça faisait longtemps que ça devait arriver. Je n'arrête pas de penser que je devrais me sentir coupable, ai-je admis. Mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Tout ce que j'ai pris, je l'ai payé.
J'ai juste finalement arrêté de prêter des choses de façon permanente. Ils vont être furieux, m'a-t-elle prévenu. J'ai hoché la tête. Je sais, mais pour une fois, leurs sentiments ne sont pas ma responsabilité. Quand elle est partie, j'ai eu ma première nuit de sommeil paisible depuis des mois. Pas de stress de planification de fête, pas d'obligation familiale pesant sur moi. Juste la certitude tranquille que j'avais enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, établir des conséquences pour ceux qui avaient profité de moi pendant bien trop longtemps. La tempête que je savais allait éclater à leur retour, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais prête à l'affronter selon mes propres termes. La semaine s'est écoulée dans une étrange bulle de calme. Sans les demandes constantes de la famille et la planification de la fête, je me suis reconcentré sur mon travail, impressionnant ma patronne avec une proposition de campagne complète qui compensait ma récente performance distraite. J'ai passé les soirées à renouer avec des amis que j'avais négligés, j'ai commencé un cours de yoga qui m'intéressait depuis des mois, et je suis même sorti avec un homme intéressant que j'avais rencontré par le biais d'une relation de travail. La vie sans le fardeau constant des besoins de ma famille se révélait étonnamment pleine et satisfaisante. Puis est arrivé le dimanche où ils devaient rentrer. Je savais que leur vol arrivait tôt le matin, ce qui signifiait qu'ils arriveraient probablement à la maison vers midi. À 12h30, mon téléphone a explosé de notifications. 23 appels manqués en l'espace d'une heure. Des messages vocaux remplissant ma boîte de réception. Des SMS apparaissant en succession rapide. Qu'est-il arrivé à nos meubles? Où sont la laveuse et la sécheuse? Mon ordinateur portable a disparu. Toutes mes affaires de danse aussi. Appelle-nous immédiatement. Je les ai laissés se déchaîner dans le vide numérique, maintenant ma résolution de répondre selon mon propre calendrier, pas le leur. Vers 14h, la sonnette de mon appartement a commencé à sonner avec insistance. J'ai vérifié la caméra de sécurité que j'avais installée plus tôt cette semaine. Mes parents se tenaient dehors, leurs expressions un mélange de fureur et d'incrédulité. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, j'ai regardé à travers la caméra mon père essayer sa clé dans la serrure, sa frustration visible quand elle n'a pas fonctionné. La sonnette a de nouveau retenti, plus longtemps cette fois, accompagnée de coups. Laurel, nous savons que tu es là. Ouvre la porte tout de suite. La voix de mon père, habitué à commander l'obéissance. C'est un comportement totalement inacceptable. La voix de ma mère, tendue d'indignation. J'ai allumé l'interphone. Je n'ouvre pas la porte. Tout ce que vous avez à dire peut être dit par l'interphone ou par SMS. Tu nous as volés. A crié mon père, son visage devenant rouge alors qu'il cherchait le haut-parleur de l'interphone. J'ai pris ce qui m'appartient, ai-je répondu calmement. Tout ce que j'ai retiré de la maison a été acheté avec mon argent. C'était des cadeaux, a insisté ma mère. Tu ne peux pas simplement reprendre des cadeaux. Ce n'était jamais des cadeaux, ai-je rétorqué. C'étaient des articles que l'on m'a poussé à acheter, dont vous prétendiez avoir besoin mais que vous ne pouviez pas vous permettre, que vous avez promis de me rembourser mais que vous n'avez jamais fait. Nous appelons la police, a menacé mon père, sortant son téléphone. Allez-y, ai-je dit. J'ai tous les reçus. J'ai aussi la documentation de chaque dollar que j'ai prêté à la famille au cours des 3 dernières années. 47 322 $ et 18 cents pour être exact, plus 15 000 autres pour le faux 16e anniversaire d'Ellie. Je suis sûr que la police sera très intéressée par cette information. Cela les a fait réfléchir. Mon père a baissé son téléphone, échangeant un regard avec ma mère. Et pendant que vous passiez des appels, ai-je continué, vous voudrez peut-être contacter le lieu et les traiteurs que vous avez soi-disant annulés. Ils n'ont aucune trace de vous avoir remboursé, seulement de moi faisant le paiement final la semaine dernière. Donc, soit vous avez menti sur l'annulation, soit vous avez menti sur l'obtention des remboursements. Quoi qu'il en soit, cet argent venait de moi. Ma mère s'est approchée de l'interphone. Laurel, ma chérie, tu réagis de manière excessive. Oui, nous aurions dû te parler du plan pour Paris plus tôt, mais nous voulions que ce soit une surprise pour tout le monde. Nous ne pensions pas que tu serais aussi contrarié. Sa tentative de minimiser mes sentiments n'a fait que renforcer ma résolution. Il ne s'agit pas de Paris, ai-je dit. Il s'agit de 6 mois de ma vie gaspillée dans un mensonge élaboré. Il s'agit d'années d'exploitation financière. Il s'agit d'un schéma de comportement qui se termine aujourd'hui. J'ai envoyé un seul SMS, celui que j'avais soigneusement composé des jours plus tôt. Je n'ai pris que ce que je possède légalement.
J'ai les reçus pour chaque article. J'ai aussi la documentation de tout l'argent emprunté mais jamais remboursé. Je ne serai pas disponible pour une discussion plus approfondie tant que vous ne serez pas prêt à reconnaître le mal causé et à faire de véritables excuses. Cela inclut une restitution financière pour les dépenses de la fête. À travers la caméra, je les ai vus lire le message, leurs expressions passant de la colère à quelque chose de plus proche de l'incertitude. Ils n'avaient jamais vu cette version de moi auparavant. Calme, résolu, refusant d'être manipulé. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça, a finalement dit mon père. Nous sommes ta famille. La famille ne s'exploite pas mutuellement, ai-je répondu simplement. La famille ne se ment pas pendant des mois. La famille ne s'utilise pas comme des distributeurs automatiques. Quand vous serez prêt à être une vraie famille, nous pourrons parler. Ils sont restés encore 20 minutes, passant de la colère, aux supplications, aux culpabilisations et aux menaces. Je suis restée silencieuse, les laissant épuiser leur tactique de manipulation contre la porte fermée. Finalement, ils sont partis, ma mère en larmes, mon père toujours furieux. Les retombées se sont étendues au-delà de mes parents. Ryan a envoyé des SMS à plusieurs reprises, alternant entre des demandes pour son système de jeux volés et des tentatives de me faire culpabiliser d'avoir ruiné le retour d'un voyage familial spécial. J'ai bloqué son numéro après le 15e message. L'approche d'Ellie était différente. Ses premiers SMS étaient des accusations colériques sur ses possessions manquantes, mais ceux-ci se sont progressivement transformés en confusion, puis en quelque chose qui ressemblait à une réflexion. As-tu vraiment dépensé 15 000 $ pour une fête qui n'a jamais eu lieu, a-t-elle demandé 3 jours après leur retour. Oui, ai-je répondu simplement. Je ne savais pas, a-t-elle répondu. Ils m'ont dit que tu savais pour Paris, que tu avais aidé à le planifier mais que tu ne pouvais pas venir à cause du travail. Cette révélation ne m'a pas surprise, mais elle a ouvert une porte à une réconciliation potentielle avec ma sœur à l'avenir. Elle était encore jeune, encore fortement influencée par nos parents. Peut-être qu'avec le temps et la distance de leur comportement manipulateur, elle pourrait développer une perspective plus saine. Les membres de la famille élargie ont commencé à appeler et à envoyer des SMS alors que la nouvelle de la situation se répandait. Certains ont immédiatement pris le parti de mes parents, m'accusant d'être égoïste et ingrate. D'autres, en particulier ceux qui avaient été témoins de la nature unilatérale de notre relation au fil des ans, ont exprimé un soutien discret à ma position. La sœur de ma mère, tante Cynthia, qui avait toujours été la diseuse de vérité de la famille, a appelé avec une perspective différente. Il était temps, a-t-elle dit sans préambule. Il profite de toi depuis des années. Ta mère se vante de toutes tes contributions financières tout en te critiquant simultanément de trop travailler. L'hypocrisie a été difficile à supporter. Sa validation m'a aidé à renforcer ma résolution pendant les moments de doute. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition. Il s'agissait d'établir enfin des limites saines avec des personnes qui avaient montré qu'elles ne respectaient pas mon temps, mon argent ou mes sentiments. Une semaine après leur retour, mon père a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, contournant mes blocages. La compagnie de carte de crédit exige le paiement pour le voyage à Paris, a-t-il dit, sa voix moins autoritaire qu'auparavant. Nous avons utilisé le budget du 16e anniversaire en pensant que nous aurions plus de temps pour le rembourser. Ça ressemble à un problème financier personnel, ai-je répondu, canalisant les mots exacts qu'il m'avait utilisés il y a des années lorsque j'avais demandé un petit prêt pour couvrir une réparation de voiture imprévue. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Le silence qui a suivi a été plus satisfaisant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. Pour la première fois, il subissait les conséquences de ses actes sans que j'intervienne pour arranger les choses. Nous pourrions perdre la maison, a-t-il finalement dit. Une dernière tentative désespérée de manipulation. Alors vous devriez probablement parler à un conseiller financier, ai-je suggéré avant de mettre fin à l'appel. Je ne savais pas si leur situation financière était vraiment si désastreuse, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Ce n'était plus mon problème à résoudre. 6 mois se sont écoulés, apportant des changements à la fois attendus et surprenants. Le changement le plus immédiat concernait ma situation financière. Sans le fardeau constant de soutenir ma famille, mon compte d'épargne a commencé à se rétablir. J'ai créé un vrai budget pour la première fois de ma vie d'adulte, allouant des fonds pour la retraite, les voyages et le développement personnel plutôt que pour les urgences familiales qui coïncidaient étrangement toujours avec des achats de luxe. Les espaces vides dans mon appartement, où se trouvaient autrefois des articles choisis par la famille, se sont progressivement remplis de pièces que j'aimais vraiment.
Une bibliothèque fabriquée par un artisan local, un fauteuil de lecture confortable que je convoitais depuis des années mais que je jugeais trop peu pratique, des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de correspondre à une palette de couleurs arbitraires que ma mère avait préférée. Ma vie professionnelle a également prospéré. Avec ma concentration totale, j'ai obtenu la promotion que j'avais précédemment sacrifiée pour la fête inexistante d'Ellie. L'augmentation des responsabilités s'est accompagnée d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de diriger des projets que je trouvais vraiment passionnants. Mais les changements les plus profonds étaient internes. Des séances hebdomadaires avec un thérapeute m'ont aidé à démêler le réseau complexe de dynamique familiale qui m'avait amené à accepter des relations aussi unilatérales pendant si longtemps. J'ai exploré les racines de mes tendances à vouloir plaire, de mon besoin de validation et de ma difficulté à fixer des limites. Chaque séance était difficile mais éclairante, m'aidant à construire un sentiment plus fort de ma propre valeur, indépendant de ce que je pouvais fournir aux autres. Vous avez fonctionné sur la base d'une idée fausse fondamentale, a observé ma thérapeute lors d'une séance particulièrement perspicace. Vous croyez que si vous donniez assez, faisiez assez, sacrifiez assez, ils finiraient par reconnaître votre valeur et vous rendraient l'appareil. Mais leur comportement n'a jamais été lié à ce que vous faisiez ou ne faisiez pas. Il était lié à ce qu'ils croyaient leur être dû. Ce changement de perspective a été transformateur. J'avais été piégé dans un schéma que j'avais moi-même créé, relevant continuellement la barre de mes contributions dans l'espoir de finalement gagner l'amour et l'appréciation qui auraient dû être donnés librement. Reconnaître ce schéma m'a permis de commencer à le démanteler. Ma vie sociale s'est développée alors que je renouais avec de vieux amis et formais de nouvelles relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'ai rejoint un club de lecture, suivi un cours de photographie et même commencé à m'entraîner pour un semi-marathon avec un groupe de travail. Ces activités auraient été impossibles pendant mes années de disponibilité familiale constante. Tessa est restée mon soutien indéfectible, célébrant ma croissance tout en me rappelant à la réalité lorsque c'était nécessaire. Tu sembles plus légère, a-t-elle observé lors d'un brunch un dimanche, 6 mois après mon éloignement familial. Plus toi, en quelque sorte. Je me sens plus moi, ai-je convenu. Je n'avais pas réalisé à quel point il fallait d'énergie pour gérer constamment leurs besoins et leurs émotions jusqu'à ce que j'arrête de le faire. Ma relation avec ma famille a évolué de manière inattendue pendant cette période. Mes parents ont traversé des étapes prévisibles, colère, blâme, culpabilisation, puis une reconnaissance à contre-cœur que leur comportement avait des conséquences. Ils ont fait plusieurs tentatives de réconciliation, mais chacune était centrée sur leurs sentiments plutôt que sur la reconnaissance du mal qu'ils avaient causé. « Tu nous manques », envoyait ma mère par SMS. La famille est censée se pardonner. Nous avons fait une erreur, insistait mon père. Tu gardes rancune pour un malentendu. J'ai maintenu ma position, ne répondant qu'aux messages qui montraient une véritable réflexion plutôt que des tentatives de manipulation. Ma limite était claire, la reconnaissance du schéma, pas seulement de l'incident de Paris, et des mesures concrètes de changement, y compris une restitution financière. Ryan est resté distant, sa fierté apparemment trop blessée pour tenter une véritable réconciliation. Il avait toujours le plus bénéficié de la dynamique familiale, et mon refus de continuer à jouer mon rôle assigné menaçait sa position confortable. Ellie, cependant, m'a surprise. 3 mois après le voyage à Paris, elle m'a contacté avec un ton différent. Peut-on parler? Pas de choses ou d'argent. Juste parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son école, en territoire neutre. Elle avait l'air différente, moins apprêtée comme notre mère l'avait toujours exigé, plus authentiquement âgée de 16 ans. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé avec hésitation, à la façon dont les choses étaient entre nous, avec toute la famille. Je ne le voyais pas avant, mais maintenant je ne peux plus l'ignorer. Comment il s'attendait toujours à ce que tu arranges tout, que tu paies pour tout. J'ai écouté, prudente mais pleine d'espoir. Le voyage à Paris n'était même pas si amusant, a-t-elle poursuivi. Papa et maman se sont disputés tout le temps à propos de l'argent, et quand nous sommes rentrés et avons trouvé des choses manquantes, ils étaient tellement concentrés là-dessus au lieu de comprendre pourquoi tu l'avais fait. Elle a levé les yeux, rencontrant directement les miens. Je comprends pourquoi tu l'as fait, et je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait avec la fête. C'était vraiment tordu. Son remords sincère a ouvert la porte à un nouveau type de relation entre nous. Au cours des mois suivants, nous avons construit une connexion basée sur une communication honnête plutôt que sur l'obligation ou les attentes. J'ai fixé des limites claires concernant le soutien financier, mais j'ai offert quelque chose de plus précieux, du mentorat,
un soutien émotionnel et un modèle sur la façon de construire une vie selon ses propres termes. À l'approche de son véritable 16e anniversaire en décembre, j'ai décidé de la contacter avec une offre. Pas de planification élaborée, pas de dépenses énormes, lui ai-je dit au téléphone. Juste un dîner chez moi. Tu peux amener une amie si tu veux. Aucune obligation de toute façon. Elle a accepté, amenant sa meilleure amie, Zoé. J'ai préparé ses plats préférés, acheté un petit gâteau dans une boulangerie locale et lui ai offert un cadeau simple mais attentionné, un journal avec une note manuscrite sur l'importance de raconter sa propre histoire plutôt que de suivre le scénario de quelqu'un d'autre. C'est lors de cette petite célébration qu'elle a confié quelque chose de significatif. J'ai dit à maman et papa que je voulais trouver un travail à temps partiel, a-t-elle dit. Ils ont paniqué, ont dit que je devais me concentrer sur l'école et la danse. Mais je veux commencer à économiser mon propre argent, pas toujours demander des choses. J'ai reconnu l'importance de cette étape vers l'indépendance, ce rejet de la prétention que nos parents avaient cultivée. C'est une décision très mature, lui ai-je dit. Et pour ce que ça vaut, je pense que ça t'apprendra des choses tout aussi précieuses que tout ce que tu apprendras à l'école. Ma relation avec mes parents est restée compliquée. Au 6e mois de notre éloignement, ils ont finalement fait un geste qui reconnaissait la gravité de la situation. Ils ont envoyé un chèque de $7 000 avec une note qui disait simplement « un début ». Nous sommes prêts à parler quand tu le seras. C'était moins de la moitié de ce qu'ils devaient pour le seul 16e anniversaire, mais cela représentait un passage du déni à la reconnaissance. J'ai encaissé le chèque et répondu par un message fixant des conditions claires pour aller de l'avant, thérapie familiale régulière, transactions financières transparentes et limites explicites concernant mon temps et mes ressources. Ils ont accepté, à contre-cœur au début, mais avec une sincérité croissante au fur et à mesure que le processus se déroulait. Notre première séance de thérapie a été tendue et pleine de larmes, mais elle a jeté les bases d'une communication honnête qui avait été absente de notre relation pendant des décennies. Je n'ai jamais vu ça comme de l'exploitation, a admis ma mère lors de notre 3e séance. Je le voyais comme le fait que tu réussissais, que tu pouvais aider. J'étais fier que tu puisses faire ces choses. Je me sentais en droit de recevoir ton aide, a reconnu mon père avec difficulté. Tu nous as tout rendu si facile. C'est devenu une attente plutôt qu'une appréciation. Ces aveux n'ont pas réparé instantanément les dommages, mais ils ont créé un espace pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Non pas le soutien inconditionnel auquel ils en étaient venus à s'attendre, mais une relation basée sur le respect mutuel et des limites clairement définies. Quant à moi, le parcours de paillasson familial à l'estime de soi a changé la façon dont j'abordais chaque relation de ma vie. J'ai appris à donner par abondance plutôt que par épuisement, à évaluer si les échanges étaient équilibrés dans le temps, à exprimer mes besoins directement plutôt que d'espérer qu'ils soient devinés et satisfaits. J'ai aussi compris que se protéger n'est pas de l'égoïsme mais une autopréservation nécessaire. Que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les autres est de refuser de permettre des schémas nuisibles. Que l'amour véritable a des limites, des attentes et des conséquences. 1 an après l'incident de Paris, j'ai finalement pris mes propres vacances en Europe. Pas à Paris, mais au Portugal. Un choix qui était entièrement le mien. Debout sur les falaises de Cabo da Roca, regardant l'Atlantique s'étendre à l'infini devant moi, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. J'avais récupéré non seulement mes finances, mais aussi mon pouvoir d'agir, mon temps, mon sentiment de valeur. La famille à laquelle je suis retourné n'était pas parfaite ni complètement transformée. Nous étions tous encore en train d'apprendre, tombant encore occasionnellement dans de vieux schémas qui devaient être corrigés doucement mais fermement. Mais nous étions, peut-être pour la première fois, en train de nous comporter les uns avec les autres comme des adultes avec des vies, des besoins et des limites distincts plutôt que comme des personnages enfermés dans des rôles prescrits. Avez-vous déjà dû prendre position contre des membres de votre famille qui profitaient de vous? Quelles limites avez-vous fixées et comment ont-ils réagi? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si mon parcours de paillasson à l'estime de soi a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle sur la recherche de la force dans des situations familiales difficiles. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, parfois, s'aimer soi-même signifie s'éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur.